font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. C'est l'un des moments forts de la semaine qui a débuté hier. Ce sera le week-end prochain, la réouverture du château des Ducs de Bourbon. Oui, dans cette configuration musée, on va en parler ce matin avec nos deux invités, le maire de Montluçon, Frédéric Laporte. Bonjour. Bonjour à vous tous, soyez vous toutes. Et l'adjoint en charge de la culture à la ville de Montluçon, Alric Berton. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là. Ce matin, à quelques jours donc de la réouverture, il y aura l'inauguration officielle vendredi. Et puis cette réouverture, on en profite pour dire qu'il reste, mais vraiment, quelques places. Alric Berton, c'est ça, pour venir visiter le château en avant-première presque samedi et dimanche, c'est ça? Oui, il reste une petite quinzaine de places. On a ouvert des créneaux horaires là, sur les 2 jours. On pouvait accueillir à peu près 500 personnes. Il reste une quinzaine de places éparses. Donc faut pas trop traîner pour s'inscrire. Bon, je sais pas si nos auditeurs vous auront bien entendu. On a un petit souci avec le micro, mais au pire, on partagera avec celui de Frédéric Laporte. Ouais, il fait froid, hein, c'est pour ça. C'est compliqué pour nous ce matin. Ce château des Ducs de Bourbon, donc, on peut rappeler, Frédéric Laporte, d'ailleurs, la genèse, évidemment, emblème de la ville. On le voit partout, sur toutes les communications autour de Montluçon, mais c'est un château qui n'était pas ouvert au public. Alors, il a été ouvert au public, hein. Comme je dis, quand j'étais enfant, jeune adolescent, je l'ai visité. Il y avait un musée de la Vielle, il y avait déjà de l'archéologie. Donc, cette idée, elle est ressortie dans une consultation qu'on a fait en 2018, parce que pour nous, c'est extrêmement important de demander l'avis à la population. 2500 réponses qui avaient dit à 84% que c'était l'emblème de la ville. Donc, évidemment que ça devenait une priorité pour nous. Donc, on a beaucoup travaillé en équipe, on a concerté pour arriver à monter un projet au fil des années. Ça a commencé à partir de 2020, puisqu'on avait rouvert en 2019 pour des expositions temporaires au rez-de-chaussée. Et puis, ça a commencé en 2020 notre travail. En 2021, avec la DRAC et l'architecte des bâtiments de France, on a choisi de créer une extension parce qu'on voulait conserver l'intégrité du château. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que grâce à ça, si on déconstruit l'extension, on aura le château intégral. Il n'y a pas une pierre qui a été bougée. Alors que si on n'avait pas construit cet appendice, il aurait fallu créer des toilettes à l'intérieur, toute la zone technique d'aération, parce que les pièces sont climatisées, certaines même, il y a une hydrométrie à l'intérieur. Tout ça, il aurait fallu le faire et donc casser une partie du château, ce qui aurait été lamentable en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a cet appendice. Alors après, on n'aimera pas. Les goûts sont dans la nature. Et puis derrière, on a travaillé avec une agence, alors pas montluçonnaise, parce que c'est très spécifique, les musées d'architectes pour les monuments historiques, CAPA à Paris. On a sélectionné les entreprises en 2023 et là c'est quelque chose d'extrêmement important. 80% des entreprises ont été locales, donc c'était un vrai vecteur d'attractivité aussi et d'activité pour nos entreprises, notamment du bâtiment. Et puis on a eu le choix du scénographe muséal, parce que là c'est un vrai métier. D'ailleurs vous allez vous en rendre compte quand vous allez visiter. Le scénographe est le fabricant des meubles spécifiques du musée. Ça, ce sont pas des gens de Montluçon, évidemment. C'est un métier extrêmement technique. Et ils ont travaillé, et je veux le saluer vraiment avec force, avec les services des musées du patrimoine de la ville de Montluçon, nos services qui ont énormément travaillé sur ce sujet du musée. Pour eux, je pense que c'est une fierté. C'est pas dans une carrière de personnes qui travaillent, de conservateurs du patrimoine et d'agents, on n'ouvre pas beaucoup de musées. Vous savez, je pense que ça aussi c'est extrêmement intéressant. Pour en faire aujourd'hui vraiment un vecteur d'attractivité évidemment touristique, un vecteur d'appropriation de notre territoire pour la population, un outil pédagogique pour les enfants, parce que ça aussi c'est, Alric l'expliquera, tout a été tourné, enfin une bonne partie de la façon dont on a exposé a été tournée pour que les enfants puissent vraiment apprendre l'histoire de Montluçon et au sens plus large de la France. Donc ça c'est vraiment essentiel. Et puis bien sûr, on se place dans le cadre du SIAP pour aller chercher la labellisation pays d'art et d'histoire, parce que pour nous c'est ça l'idée in fine. Donc là on a une véritable renaissance du château. Après plus de 1000 ans d'histoire, il revient au cœur de notre histoire de la ville de Montluçon. C'est un château qui a subi plusieurs transformations, qui a connu beaucoup de vie finalement, c'est oui. Ça. Il y avait beaucoup de travaux à faire à l'intérieur, dans quel état c'était finalement? Alors il n'y avait pas beaucoup de travaux sur la structure, parce qu'évidemment c'est des châteaux millénaires qui sont assez solides. À la fin du 19e siècle, l'armée, puisque vous parlez d'histoire et de ces histoires, l'armée avait pris possession des murs, l'avait beaucoup renforcé, beaucoup bétonné. Donc il y avait
avait pas de, c'est pas du tout les mêmes travaux d'envergure qu'il y a pu y avoir à l'hôtel de ville où rien n'avait été fait depuis un siècle, plus d'un siècle, et sur une infrastructure qui était beaucoup plus fragile. Là, l'infrastructure en tant que telle était moins fragile. Il a fallu revoir un peu la charpente, dont une partie était d'époque, complètement d'époque, avant l'histoire militaire. Il a fallu l'aménager d'une manière, j'allais dire, moderne, avec des outils numériques, des lumières. Voilà, le chantier, c'était essentiellement cela. Voilà. Pour finalement découvrir donc à l'intérieur ces collections qui sont remises en avant. Alric Berton, sur le contenu, on va refaire un test avec le micro, on va voir si ça marche. C'est pas qu'on veut vous bâillonner, non. C'est un problème technique. Alors, ça a l'air de marcher, oui, ça marche. Bien. À l'intérieur, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir... Alors, c'est une avant-première, évidemment, on invite les Montluçonnais à prendre possession des lieux dans les prochains jours, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ? Alors, le château, il se décompose en 3 niveaux. Donc, on a au rez-de-chaussée, le choix qu'on a fait, c'est d'accueillir des expositions temporaires. Dans les 2 étages supérieurs, là, on aura l'exposition permanente sur l'histoire de Montluçon. Elle est décomposée en 3 grandes parties. La première, c'est tout ce qui concerne la géologie et l'archéologie. La deuxième partie, elle, concerne notre histoire médiévale et on va même jusqu'aux années 1800. Et la troisième partie, donc 3e salle, elle va concentrer toute l'épopée industrielle montluçonnaise et l'évolution de Montluçon au 19e siècle pour aller jusqu'à la moitié du 20e à peu près. L'important par rapport à ce musée, donc monsieur le maire le disait, c'est qu'on a plusieurs grilles de lecture. C'est-à-dire qu'il y a l'exposition classique, mais elle est augmentée de cartels à destination de la jeunesse pour la rendre plus accessible pour le plus jeune public. Et puis on a aussi des façons d'avoir plus de contenu écrit pour un public un petit peu plus averti qui voudrait rentrer plus en détail dans l'histoire du territoire. Au dernier niveau, on a aussi une salle de projection et une autre salle qui nous permettra d'accueillir d'autres formes d'exposition. Mais là, l'idée aussi, c'est de tirer un lien entre l'histoire montluçonnaise, le Montluçon d'il y a quelques décennies, d'aujourd'hui, et puis un trait d'union vers le futur qui va se faire aussi. Toute la façon dont a été construite cette exposition, en fait, le but c'est de la rendre vraiment accessible. On voit et on sait désormais que le public, il ne veut plus être simplement spectateur, il a envie d'être acteur. Donc pour les enfants, ça veut dire qu'ils vont pouvoir toucher des choses. On a aussi des contenus numériques qui viennent augmenter avec des maquettes et des projections mapping. On a d'autres petites nouveautés, je laisserai découvrir, mais il y a des façons assez ludiques et plutôt innovantes de discuter avec certains personnages historiques de l'histoire de Montluçon. Donc voilà, tout ça, ça a été mis en forme de façon à retracer Montluçon dès les premières touches géologiques qui viennent dessiner notre territoire pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et tout ça, c'est constitué avec des collections de la ville. Certaines sont inédites parce qu'elles proviennent de fouilles qui ont été faites dernièrement. Je pense au Haut-de-Buffon. On peut aussi citer les fouilles qui avaient eu lieu derrière l'église Notre-Dame. Et puis, il y a eu aussi des systèmes de prêts. C'est-à-dire qu'on a des prêts qui ont été faits par la DRAC, bien évidemment. On a aussi des liens qui ont été tissés avec les musées de Saumur. On a des prêts de Néry-les-Bains. Et puis des associations montluçonnaises où on a aussi une concordance de certaines associations montluçonnaises, du patrimoine et de l'archéologie, qui contribuent en prêtant des collections. Et voilà, c'est tout ça qui a été mis en œuvre pour tout expliquer. Comment se fait le choix des objets qui figurent dans les expositions permanentes ? Alors le choix, il est fait par les gens qui travaillent au service du patrimoine à la ville de Montluçon. C'est-à-dire que nous, on définit avec eux des périodes importantes. On est contraint aussi par les lieux. On n'a pas des surfaces qui sont énormes non plus. Donc en fonction de ça, de toute façon, on sait bien que notre histoire, elle est avant tout millénaire. Elle est aussi sur 2 pieds principaux, qui sont 2 jambes, qui sont l'industrie et le médiéval. Donc vraiment, ça c'est un focus. Et après, à partir de cela, les agents font des propositions et recherchent les objets qui sont les plus intéressants à voir pour le public et à offrir au public. Et c'est ce choix qui est fait et qui mène après au parcours muséal final. Frédéric Laporte, on sait que les touristes étaient frustrés lorsqu'ils venaient à Montluçon. Ils arrivaient parfois sur l'esplanade. Ils voyaient le château, mais ils pouvaient pas pénétrer à l'intérieur. L'objectif là, c'est qui rentrent à l'intérieur et que les Montluçonnais également de notre côté se réapproprient leur château, parce qu'ils disent leur château. Tout à fait. Et ils disent souvent le vieux château. Alors, oui, je sais que vous faites attention à ça. On aimerait que ça devienne le château des Ducs de Bourbon, parce que vieux, c'est pas que c'est pas bien, mais c'est pas très marketing. Voilà, simplement. Et que nous, on travaille avec la cité médiévale. Sur l'autoroute, on a fait mettre des panneaux cité médiévale. C'est pareil, c'est pas la vieille ville. Vous voyez, l'idée derrière tout ça, c'est de vraiment attirer et rendre positif les choses. Et le langage est important pour ça. Donc c'est vrai qu'il y a les touristes, parce que souvent, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est fermé, c'est beau, c'est dommage. Mais on va aller plus loin, justement. Ça va me permettre de passer un tout petit peu à la suite. C'est que l'esplanade aussi est restructurée. Alors, elle ne sera pas finie cette fin de semaine, notamment parce que les plantations ne se font pas à l'automne, mais plutôt vers début du printemps. Donc, vous allez arriver sur une esplanade qui est encore largement en chantier, mais vous pourrez commencer déjà à voir qu'on a reconstruit les murs d'enceinte pour les mettre tout au même niveau. Il y a plus de garde-corps, et on a fait ce qu'on appelle le tour de garde en galet,
pour reconstituer l'esplanade des châteaux tel qu'il était au Moyen-Âge. C'est-à-dire on se reporte à une période qui a connu ce château et on le remet en configuration. Il n'y aura plus un grand terre-plein de minéral comme c'est parce que on a besoin de zones rafraîchies. Et puis ça donnait pas très envie. Il y aura de l'herbe, il y aura des buissons. On va installer du mobilier, des tables, des chaises que les gens pourront bouger. Ils pourront se mettre à un endroit, à un autre. Ce qu'on veut aussi, c'est que ça devienne un lieu de vie agréable. Et il est possible, j'allais dire, en fonction de la façon dont ça se déroule, qu'on y fasse installer un petit kiosque à glace et à boisson, qu'on travaille avec un partenaire privé, parce que moi je suis plutôt attaché à ça, pas que ce soit la collectivité qui se lance là-dedans, on ne sait pas faire. Mais voilà, la vie de ce château, elle ne fait que recommencer. C'est une renaissance et il y aura évidemment un certain nombre de choses. Alric l'a pas dit, mais on a déjà le sujet, d'ailleurs on a déjà l'exposition 2026, on va la soumettre bientôt au conseil municipal, et puis on travaille déjà sur 2027, on sait à peu près ce qu'on va faire en 2027. Donc si vous voulez, on a une perspective à moyen long terme avec un développement pour l'attractivité du territoire touristique, mais surtout pour commencer les habitants. En termes de fonctionnement, il y a des mutualisations avec le MUPOP, mais il y a aussi des créations d'emplois. Bien sûr, il y a eu quelques créations d'emplois, 5 je crois me souvenir. Spécifiquement, effectivement, on mutualise le maximum de choses avec le MUPOP. Il y a déjà un ticket d'entrée commun, on pourra avoir un ticket double, parce que effectivement, j'allais dire, les uns vont en tirer les autres, et que ils sont à 200 mètres d'écart à peu près, hein, donc il aurait été stupide de les opposer. On va plutôt les unir pour avoir une vraie démarche. Et puis je pense que là, on a 2 vrais outils, ça commence, il y en aura d'autres derrière, mais on a 2 vrais outils pour attirer des populations à rester et pas à faire que passer. Là, il y a au moins un week-end de visite, voire 3 jours de visite avec tout ce qu'on est en train de mettre en place. Et ça, c'est aussi très très bon pour l'économie, plus lié vers le tourisme, évidemment, les chambres d'hôtel, la restauration, et puis évidemment ça va irriguer sur le commerce, parce que c'est aussi ça notre volonté, animer le centre-ville pour le commerce de centre-ville. Alric Berton, pour terminer, d'un point de vue pratique, pour les gens là qui ont envie de venir voir ce que ça donne, comment ça se passe pour ce week-end et pour les jours d'après finalement? Alors pour ce week-end, on l'a dit, il restait quelques places encore pour les 8 et 9. Après, de toute façon, on rouvre dès le 11 et on prendra le rythme de croisière, c'est-à-dire qu'il y a une haute et une basse saison. La haute saison, elle est de avril à septembre, avec des horaires qui sont de 10h à 18h. Et puis en basse saison, ça sera de 10h à 17h. Il y a cette ouverture qui se fait entre midi et 2, bien évidemment. Donc après, voilà, chacun sera libre de venir voir. Et puis on parlait aussi tout à l'heure des expositions temporaires qui ont lieu au rez-de-chaussée. La première cette année, c'est une exposition des clichés de Robert Doisneau qui va aller donc jusqu'à fin février, 28 février. Et après, elle va changer, donc comme on disait avec Monsieur le maire, tous les ans, de façon à ce que le public puisse venir régulièrement voir des nouvelles choses. Et le lieu sera bien évidemment animé de médiation à destination des scolaires et d'animation à destination du grand public. La nouvelle vie, très rapidement, parce que Robert Doisneau, il y a le cliché de Robert Doisneau, c'est-à-dire le baiser de l'hôtel de ville, qui sera exposé à Montluçon pendant 4 mois. Précision importante, la nouvelle vie du château des Ducs de Bourbon à Montluçon à découvrir à partir de samedi et à partir de la semaine prochaine ensuite pour l'ouverture classique. Et c'est un moment qui est évidemment très attendu. Merci à vous deux d'être passés à notre micro. Frédéric Laporte, Alric Berton. 7h58, on est en direct et on revient dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.